Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH Management, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment, bien dans son job. Aujourd'hui, on s'intéresse à un sujet dont on parle peu, l'accessibilité numérique. Où en est-on exactement? Qui est concerné? On en parle avec Marion Ranvier, directrice générale de Content Square Foundation pour le dire en anglais. Elle est notre invitée. Le grand entretien aujourd'hui dans le Cercle RH, c'est Benoît Labrousse. Il est le président du groupe Randstad France avec une étude mondiale sur la relation des collaborateurs, des talents comme il les appelle, au travail, à leur travail et au sens qu'ils donnent à leur travail. On fera le point avec lui dans quelques instants. Et on terminera notre émission avec le livre de Smart Job, Manager les vulnérabilités en pratique, allier inclusion et performance chez Juno, écrit par Bouytena Burkel et Charlotte Fortuit-Klein. Ce sera Bouytena Burkel qui sera notre invité pour parler de son livre. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job pour parler, non pas d'IA, mais d'accessibilité numérique, pour être peut-être plus global. Où est-ce qu'on en est exactement? Qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs l'accessibilité numérique? Et on en parle avec vous, Marion Ranvier. Bonjour Marion. Bonjour. Ravi de vous accueillir, directrice générale de Content Square Foundation, alors qui est la branche de l'entreprise, qui est la partie, je dirais, associative, développement, pédagogie et philanthropique. D'abord, concrètement, on parle de l'Accessibility Act, comme on parle de l'IA Act. Oui. Qu'est-ce que c'est l'Accessibility Act? Alors déjà, l'accessibilité numérique, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de rendre accessible des applications, des sites web ou des interfaces numériques à toute la population, y compris des personnes en situation de handicap. Et il faut savoir qu'il y a plusieurs handicaps, des handicaps auditifs, des handicaps physiques, visuels et cognitifs. Avec 1 milliard, j'ai vu dans la note en préparant l'émission, 1 milliard de personnes en situation de handicap dans le monde. Dans le monde. Ça, c'est celle à laquelle vous adressez aujourd'hui sur ce plateau. C'est-à-dire ces personnes en situation de handicap visuel, auditif, qui globalement ne peuvent pas accéder aux outils numériques. Au web, tout à fait. Et nous, effectivement, avec la Content Square Foundation, notre mission, c'est de promouvoir ce sujet de l'accessibilité numérique, parce que quand on n'est pas porteur de handicap, on ne se rend pas compte des obstacles et des difficultés rencontrées au quotidien. Et donc, il y a des lois, il y a d'ailleurs un aspect réglementaire qui s'intensifie actuellement avec le European Accessibility Act. Nous y voilà. Qui rentre en vigueur et qui est notamment dans tous les pays des États membres au 25 juin 2025. Et donc là... Voilà, c'est demain. C'est demain. Et donc là, tous les sites privés, donc les sites e-commerce, les sites de transport, les sites de médias, vont devoir se rendre accessibles et conformes au regard de la loi. 70%, c'est la proportion de contenu numérique encore inaccessible aux personnes en situation de handicap cognitif, visuel ou physique. Vous qui portez justement tous ces sujets de philanthropie et qui faites de la pédagogie aussi sur les plateaux de télévision, techniquement, on fait comment pour rendre accessible ce web, ce numérique, aux personnes ayant des handicaps cognitifs, visuels ou physiques? Comment on fait? Alors, techniquement, on se réfère à des référentiels. Notamment, en France, nous avons le RG2A, c'est le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité, qui liste 106 critères. Et donc, pour que votre site soit accessible, il faut suivre ces critères. Et donc, on peut aussi bien travailler sur les images, par exemple. Est-ce que l'image qui est sur mon site est porteuse de sens? En tout cas, est-ce qu'elle est bien décrite pour qu'une technologie d'assistance lise l'image? Voyez. Et donc, l'IA, peut-être qu'à terme, pourra nous aider dans la description de ces images. Est-ce que la navigation par clavier est bien codée dans mon site? Parce que sinon, mon utilisateur, il va rester bloqué dans le menu. Il ne pourra pas accéder aux pages, par exemple, produits ou de contenu. Et donc, il faut s'assurer que ces 106 critères soient respectés pour que le site soit totalement conforme. Et puis, c'est aussi un enjeu qui impacte d'ailleurs notre émission Smart Job sur l'emploi, sur la capacité des collaborateurs ou des futurs collaborateurs en situation de handicap d'accéder à un emploi. Tout à fait. Parce que même les entreprises sont, j'imagine, très très loin de ces sujets. Ah, tout à fait. Effectivement, les entreprises sur l'emploi des personnes en situation de handicap, comment on est inclusif, comment aussi on accompagne nos salariés sur des outils adaptés et accessibles, parce qu'on parlait d'applications ou de sites internet, mais il y a aussi les intranets, tout ce qu'on utilise
en entreprise. Et puis aussi, il y a sur la notion pour les DRH, c'est comment on accompagne des collaborateurs qui, souvent, il faut le dire, en entretien, ne parlent pas de leur handicap. Je le sais parce que moi, handicap invisible. Exactement. Vous êtes dyslexique. Oui, et spontanément, dans un entretien, je pense que ça va me desservir de parler de ma dyslexie. Donc aujourd'hui, comment les DRH accompagnent aussi les collaborateurs à pouvoir parler plus aisément de leurs besoins et de leur handicap. Je pose une question personnelle. La dyslexie rentre dans la catégorie de l'inaccessibilité numérique ? Oui, en tout cas, rentre dans la catégorie de handicap cognitif. Cognitif. La dyslexie, les troubles, on parle de troubles 10, donc dyslexie, dysphasie, dyscalculie. Et on voit qu'effectivement, l'accessibilité numérique impacte aussi des personnes dyslexiques. Donc ça veut dire que aussi pour les 10 dont vous venez nous parler, dans la catégorie à laquelle vous appartenez, il faut aussi repenser, réadapter les outils ou c'est pas possible dans certains cas ? Alors, un site accessible est un site qui répond, comme je vous l'ai dit, et qui est codé en fonction de ses référentiels. Il devra l'être dans 3 mois. Dans 3 mois. En tout cas, effectivement, dans 3 mois, il va falloir montrer patte blanche et montrer que vous travaillez sur la mise en conformité de vos sites, parce qu'en plus, il y a des organes de contrôle, que ce sont la DGCCRF ou l'ARCOM, qui viennent contrôler cette mise en accessibilité. Et puis, par ailleurs, il y a des outils qui ont été développés, notamment pour les publics 10, qui viennent là apporter du confort additionnel. Donc, vous allez, par exemple, pouvoir aller modifier la police d'un site, activer une synthèse vocale, travailler sur l'interlignage. On peut même aller plus loin en mettant la mise en avant des sons, du découpage syllabique. Et tout ça, ça va accompagner à avoir une meilleure compréhension de la lecture. Et plus pratique pour l'ensemble des personnes touchées par ces difficultés dont vous parliez tout à l'heure, ce qui est votre cas. Tout à fait. Si on veut aller voir votre fondation, on va sur le site. Oui. J'imagine qu'il y a beaucoup de pédagogie. Il y a beaucoup de pédagogie, effectivement, et un de nos axes aujourd'hui, c'est l'éducation, parce que, croyez-le ou non, on s'est rendu compte que les élèves qui sortaient d'école de formation au métier du numérique n'avaient jamais entendu parler de l'accessibilité numérique. Or, comment veut-on créer le web accessible et inclusif de demain si on ne forme pas les nouvelles générations ? Donc, votre mission aussi, c'est d'aller faire du prosélytisme, de la pédagogie dans les écoles. Tout à fait. Et d'ailleurs, on a lancé une formation de sensibilisation de 2 heures gratuite à destination de tous les établissements d'enseignement supérieur. Le message est passé. Merci Marion Ranvier. Merci beaucoup. D'être venue nous éclairer sur ce sujet. Directrice générale de Content Square Foundation. Content Square qui est déjà une entreprise et vous portez à travers cette fondation tous les enjeux philanthropiques, de pédagogie, de formation, d'éclairage et de sensibilisation. Merci de nous avoir rendu visite. C'est un vrai plaisir. Merci. On tourne une page, on s'intéresse au rapport des collaborateurs et des candidats à leur travail, au sens qu'ils lui donnent, avec une étude mondiale portée par Randstad. On en parle avec son président. Il est notre invité dans un grand entretien, c'est le Cercle RH. Le Cercle RH est un grand entretien aujourd'hui avec le président du groupe Randstad France. On accueille Benoît Labrousse. Bonjour Benoît. Bonjour. Très heureux de vous accueillir. Alors vous êtes venu sous le bras avec le Work Monitor, qui est une étude mondiale, et c'est ça qui la rend passionnante et intéressante, sur le rapport des collaborateurs, des candidats aussi d'ailleurs, au travail, au sens qu'ils lui donnent, à leur rapport aux managers. On va en parler avec vous dans quelques instants parce qu'il y a plein de chiffres à extraire. D'abord, juste une petite réaction du président de Randstad, entreprise de recrutement, d'intérim, qui accueille, qui forme. On entend un Premier ministre la semaine dernière qui dit « tout va mal, la France ne produit pas assez, la France ne travaille pas assez ». Quand vous avez entendu cette phrase, qu'est-ce que vous vous êtes dit, vous, président de Randstad France ? D'abord que notre premier rôle dans les agences d'intérim, en particulier Randstad, c'est de trouver des opportunités d'emploi pour les personnes qu'on accompagne. Donc faire travailler. Faire travailler les gens et permettre aux entreprises de trouver les profils dont elles ont besoin pour développer leur activité. Donc nous sommes au cœur du sujet soulevé par le Premier ministre. Après, en regardant un petit peu les chiffres, ce dont on se rend compte, c'est que le taux d'emploi en France, entre 25 et 55 ans, il est à peu près cohérent avec tout ce qui se passe en Europe. Un des points sur lesquels il faut certainement qu'on travaille collectivement, c'est qu'est-ce qu'on fait pour les plus jeunes, qui sont sortis potentiellement assez rapidement du monde de la formation, et qu'est-ce qu'on fait parfois sans formation, qui ont décroché ou qui sont sortis, qui ont peu de qualifications, et pour ceux qui ont plus de 55 ans. Et c'est là où on voit qu'il y a potentiellement un décrochement, exactement, les deux bornes extrêmes, potentiellement un petit décrochage par rapport au reste de l'Europe, et qui est un vrai sujet pour pouvoir
à la fois fournir de l'emploi et permettre de travailler plus et donc produire plus de richesses. Vous évoquez le débat des jeunes, c'est-à-dire l'entrée en emploi, mais vous évoquez le sujet des seniors qui est mis en avant d'ailleurs par la ministre du Travail qui annonce de grandes initiatives sur ce sujet. Les seniors, c'est toujours compliqué. Excusez-moi, vous êtes au cœur vous êtes dans la salle des machines. C'est dur à placer un senior de 55 ans. Il y a des freins encore aujourd'hui dans l'entreprise? Non, pas forcément. Je pense que c'est un élément sur lequel aujourd'hui il y a une recherche d'expertise, une recherche de compétences. Et je pense qu'avec l'accompagnement qui correspond à des formations complémentaires, une capacité d'accompagner les personnes dans l'emploi, il n'y a pas de frein réel. Aujourd'hui, on voit... Vous savez, la petite réticence de « il a quand même 35 ans, est-ce qu'il va s'adapter à l'équipe ?» J'imagine que toutes vos équipes sur le terrain ont droit à ça. Oui, mais Forcément. encore une fois, aujourd'hui, on se rend compte que dans un certain nombre de qualifications, il y a une pénurie de compétences. Ah oui. Les entreprises sont aussi parfaitement censées, elles ont besoin de trouver les compétences qui correspondent. Et donc, ce type de frein peut arriver. Je pense que c'est essentiellement dans l'esprit des personnes. Une fois qu'elles sont en emploi, en fait, on se rend compte que ça fonctionne assez bien. Et notamment dans des modalités d'emploi qui peuvent être un peu flexibles, qui peuvent être par exemple via l'intérim. Ça, c'est intéressant d'ailleurs, effectivement, dans la formule des seniors pour pouvoir aménager son temps différemment. Et de ne pas être à plein régime qu'on a pu l'être quand on avait 35 ans. Revenons à cette 22e édition du Work Monitor. 27 000 salariés interrogés partout dans le monde, c'est-à-dire sur tous les continents, Asie, Pacifique, Amérique du Nord, Amérique latine, Europe évidemment. Il en ressort, ça c'est le grand trend, que le travail ne se résume pas à une simple affaire de salaire, mais qu'aujourd'hui les collaborateurs interrogés en France et j'irai dans le monde cherchent autre chose dans leur rapport au travail. C'est bien ça que révèle l'étude. C'est ce que révèle l'étude cette année et c'est le grand changement par rapport aux années précédentes. Comme vous venez de le dire, ça fait 22 ans qu'on fait cette étude et ce qui permet d'avoir un certain recul sur finalement l'évolution de ces tendances. Et pour la première fois, la dimension salariale n'est pas la dimension qui est ressortie comme étant numéro 1 dans l'importance de la relation entre l'employé et son employeur. Et ce qui est intéressant à regarder, c'est finalement quels sont ces premiers critères qui font que je vais bien me sentir dans mon job ou c'est vers ce job-là que je vais me projeter à l'avenir. Il y a quand même un enjeu, on va voir un chiffre qui va s'afficher à l'écran dans quelques instants, il y a aussi un enjeu de flexibilité. Alors là, on voit les priorités des travailleurs en France. 84, c'est l'équilibre de vie pro, vie perso. J'évoquais la flexibilité, c'est cet équilibre. 81%, le soutien à la santé mentale. Ça veut dire qu'on a beaucoup de salariés qui sont en difficulté, en détresse psychologique. Et vos chiffres confirment d'autres études. Et puis un dernier chiffre que je n'ai pas pu voir, mais 80%, la rémunération. Donc on voit que la rémunération est en dessous. Qu'est-ce que ça dit de notre rapport au travail ? De voir la rémunération en troisième position a été, encore une fois, je le redis, ça a été la première découverte, c'est la première fois qu'on le voit si bas dans le classement. Dans les 22 années de Work Monitor. Oui, c'est toujours numéro 1 jusqu'à présent. Et donc, c'est la première fois qu'on ne le voit pas numéro 1, et c'est même pas numéro 2, c'est en numéro 3. Alors, qu'est-ce que ça dit ? Ça dit la première chose, on a un rapport au travail qui ça doit être compatible avec ma vie. Et on voit le premier point qui est la partie équilibre vie personnelle, vie privée, mais on le voit aussi dans un certain nombre d'autres indicateurs qui sont alignement avec les valeurs, capacité à travailler de manière flexible, c'est-à-dire des modes hybrides, on y reviendra peut-être un petit peu plus tard. Donc on voit qu'il y a une combinaison de facteurs qui est comment est-ce que mon rapport au travail correspond à ma vision de la vie au sens large et comment je personnalise ou j'arrive à avoir un emploi qui me correspond. Exactement, du sur-mesure. Et je vais demander à mon employeur d'avoir une offre sur-mesure pour pouvoir intégrer cette... Benoît, reconnaissez quand même, vous êtes aussi chef d'entreprise, vous dirigez une entreprise, ça ressemble quand même pour le dirigeant à un casse-tête. C'est-à-dire que si, pour chaque salarié, on doit faire du sur-mesure en fonction de différents enjeux, et il n'y a pas de critique, l'un est aidant, l'autre a une vie associative, globalement ça ne marche pas. C'est un casse-tête. Je vous vois sourire, parce que vous parlez au nom de Randstad, mais vous dirigez aussi des équipes. Oui, non, c'est un équilibre à trouver, pas forcément simple au premier abord, parce qu'au-delà de cet aspect flexibilité, vous rajoutez le sujet des valeurs, qui est aussi un élément extrêmement important pour les salariés ou les employés. Et donc, en effet, vous commencez à avoir un certain nombre de facteurs à aligner ensemble pour être sûr que vous allez pouvoir garder les bonnes personnes dans la durée au sein de votre entreprise, parce qu'à la fin, c'est aussi
la capacité de garder vos salariés vos collaborateurs pendant la bonne durée au sein de l'entreprise, le temps qu'ils montent en compétence sur les différentes missions qu'il a à remplir et ne pas le voir partir. Donc il y a un enjeu aussi du point de vue de l'entreprise, très clairement, de se dire je vais être en capacité d'aligner ces différents points pour garder mes collaborateurs. Il y a un sujet qui m'a interpellé. Alors, on voit que le salaire est passé en 3e position et c'est la première fois dans le Work Monitor, qui d'ailleurs corrobore quelques autres études avec un panel moins important où on voyait que le salaire descendait. Deux questions. La première sur ce sujet et puis une deuxième sur les managers. Est-ce que avec le renversement du marché du travail, et vous le constatez, on voit une crispation, fermeture d'entreprise, j'imagine que le marché de l'intérim se contracte aussi. Est-ce que le salarié et le collaborateur va avoir toujours le rapport de force en sa faveur? Parce que c'est vrai que depuis le Covid, il y a le télétravail, il y a la flexibilité, il y a le sur-mesure. Avec un marché qui se renverse, est-ce que le rapport de force n'est pas en train, de se rééquilibrer ou peut-être basculer du côté du recruteur? Alors en fait, je vais d'abord répondre à votre toute première question. On voit en effet le marché du travail qui se contracte un petit peu et qui est un peu en attente en ce moment. Le taux de chômage a été plutôt bas ces dernières années. Il remonte légèrement. Il est plutôt projeté autour de 8 à la fin de l'année 2025. Et le monde de l'intérim est plutôt un indicateur avancé. Nous, ça fait 2 ans qu'on voit en fait le marché de l'intérim baisser. Et ça, c'est un signe en fait globalement, le marché de l'emploi va commencer à se dégrader. Et donc, on sait ce qui va arriver en 2025. L'intérim, c'est la première étape avant le... Et oui, parce qu'on est la partie flexible de la main-d'œuvre additionnelle auprès de nos clients. Et donc, en effet, on va voir le marché de l'emploi se dégrader en 2025. Comment ça va se passer en 2026 ? C'est un petit peu compliqué de savoir, mais en 2025, c'est à peu près sûr que le marché de l'emploi va se détériorer. Maintenant, comment est-ce que ça influe dans le rapport entre employeur et employé ? Alors, à la fois, sur ce marché d'emploi qui se dégrade, il ne se dégrade pas de manière homogène. C'est-à-dire que vous avez encore des compétences qui sont extrêmement recherchées et sur lesquelles le pouvoir est très clairement aux salariés. Que ce soit des techniciens de maintenance, que ce soit dans le monde... Par la rareté du poste. Par la rareté et finalement la capacité de dire, en fait, je trouve un job demain si ça ne correspond pas à ce que vous me proposez aujourd'hui. Chaudronnier, électricien, soudeur... tous les métiers du service à la personne, aide-soignant, infirmière, médecin, tous ces éléments en tension sont évidemment avec un pouvoir du côté du salarié. Dans d'autres domaines où c'est un peu plus compliqué, peut-être que les choses se rétablissent un petit peu, mais d'une manière générale, les employeurs ne pourront plus faire comme il y a 15 ans en disant écoutez, de toute façon, c'est comme ça. Puis d'ailleurs, voilà votre salaire. On ne peut plus revenir en arrière. Vous venez ou vous venez pas. Mais oui, je pense qu'il y a le terrain gagné, il est là. Oui, un chemin a été fait sur ces sujets-là. Avant de nous quitter, dans l'étude, il y a un sujet sur les managers avec 2 chiffres. Près de la moitié d'entre eux, collaborateurs interrogés, se disent prêts à démissionner s'ils ne se sentent pas à leur place. 40% en France et 55% au niveau mondial. J'aurais pensé l'inverse. Ce qui représente une augmentation de 18 points en 1 an. Ça, c'est absolument incroyable. Et puis le deuxième, pour faire écho aux managers, dans le Work Monitor, le climat entre les talents, vous les appelez les talents, et leurs managers n'est pas toujours au beau fixe. Près d'un tiers des travailleurs, 31% en France et 30% au niveau mondial, estiment qu'ils ne peuvent pas faire confiance à leurs managers pour défendre leurs intérêts. Waouh ! Il y a un gros boulot à faire sur les managers. Il y a un accompagnement important à faire du côté des managers, je pense, à la fois pour prendre en compte cet aspect de relation au travail. Je pense que les managers ont toute leur place dans cet élément-là. À la fois, eux-mêmes ont des exigences vis-à-vis de leur propre management. Il y a beaucoup de strates de management en France. Et donc ça, comment on les accompagne ? C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Ils sont les premiers concernés dans la relation avec leurs propres collaborateurs. Et c'est leur premier intérêt de s'assurer que leurs équipes se sentent à l'aise lorsqu'elles travaillent. Parce que c'est là que la production va avoir lieu, c'est là que la création de valeur va avoir lieu. L'engagement des collaborateurs. L'engagement des managers est essentiel sur ce point-là. Moi, je retiens des chiffres que vous mentionnez, que les talents, les salariés, les collaborateurs ont aujourd'hui besoin de trouver du sens dans ce qu'ils font. Et que finalement, s'ils sentent qu'ils ne sont pas où ils produisent de la valeur, ou pas un alignement avec les intérêts de l'entreprise, vont moins hésiter qu'avant de se dire
En fait, je ne vais pas rester dans ce cadre-là et je vais aller chercher ailleurs. Et c'est pas vrai que pour la génération Z. Hein. Ah non. Non, mais parce qu'on l'a souvent pointé du doigt chez la Gen Z, mais il n'y a pas que. Non, pas que. Ça ne me correspond pas, je ne suis pas aligné. En allant plus loin, il y a quand même 34% en France et 33% au niveau mondial. Il y a un alignement presque parfait sur ce chiffre qui explique qu'ils doutent de la capacité de leurs managers à les aider dans leur évolution de carrière. Enfin, vous l'avez vu comme moi, ce chiffre. C'est-à-dire, globalement, le manager maintient un petit peu ses équipes un peu sous l'eau et s'appuyant sur leur tête pour grandir. Pour grandir eux-mêmes. C'est pas possible, ça. Non, ça, il faut que ça change. Comment on grandit ensemble, quoi. Oui, et je pense qu'il y a une dimension, encore une fois, formation qui est importante, mais dans les deux sens. À la fois des managers. Alors moi, j'ai un élément très personnel qui est le meilleur manager, c'est celui qui arrive à faire grandir son successeur et à l'identifier rapidement, et à tout faire pour que son successeur soit trouvé. Et soit encore meilleur que lui. Et soit encore meilleur que lui, parce que finalement, c'est la meilleure façon de trouver des opportunités pour soi-même. Bah oui. Et puis le deuxième point, c'est comment est-ce qu'on s'assure que les collaborateurs, on les forme aussi à l'évolution de leur métier et à l'évolution des différentes technologies et des différentes tendances qu'il y a dans le marché du travail. Et on le voit à la fois, encore une fois, dans le Work Monitor, les souhaits de formation de la part des collaborateurs sont très élevés. Et quand on regarde sur quelle thématique, c'est d'abord sur l'intelligence artificielle. Et santé mentale ensuite. Et ensuite santé mentale de bien-être au travail. C'est ça. Et donc, si on arrive à concilier ces deux éléments en tant que manager vis-à-vis de ses équipes, il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas finalement à les fidéliser et à leur dire mais vous allez avoir des perspectives ensuite de carrière. Et c'est bien ça qui va permettre de garder les collaborateurs dans l'entreprise. L'un répondant à l'autre d'ailleurs, parce qu'il y a une telle angoisse devant l'arrivée de l'IA générative que peut-être certains cherchent un peu de bien-être. Oui, j'ai l'impression qu'il y a presque une passerelle. En un mot, vous présentez ce document évidemment à tous ceux qui veulent le regarder, il est porté par Randstad. Est-ce que vous l'utilisez aussi en interne? Est-ce que vous dites ces chiffres-là nous éclairent aussi sur la manière dont nous aussi chez Randstad, pour l'ensemble des collaborateurs du groupe et en France, est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels vous dites bah oui, c'est quand même pas mal notre étude, elle nous aide bien? Alors on s'en sert de plusieurs façons. La première avec nos propres collaborateurs permanents et qui nous interrogent nous-mêmes sur est-ce qu'on a les bonnes façons d'appréhender notre relation avec les collaborateurs. Et aussi vis-à-vis des collaborateurs intérimaires ou des personnes que l'on recrute pour le compte de nos clients, à la fois avec nos propres clients en disant attention, lorsque vous cherchez vos collaborateurs, soyez attentifs à quels sont aujourd'hui les sujets très importants. Voilà, quels sont les sujets très importants pour les personnes que vous voulez attirer et faites attention à vous assurer que vous ne faites pas de discrimination. Enfin, on le voit encore aujourd'hui, que ce soit les PME, les grands groupes, il y a encore un certain nombre de sujets sur ces points-là. Donc comment est-ce qu'on s'assure qu'on est bien dans les clous sur ces éléments-là? Des relais aussi, des porteurs de ces valeurs. C'est porteur de ces valeurs parce que c'est l'intérêt de nos clients, l'intérêt de nos talents et à la fin notre intérêt, parce que notre intérêt c'est de mettre les deux en lien. Donc c'est bien l'alignement des planètes sur ces points-là. Merci Benoît Labrousse de nous avoir rendu visite, c'est un vrai plaisir. Work Monitor à découvrir évidemment sur le site Randstad avec des détails encore plus précis parce qu'il y a beaucoup de chiffres, beaucoup d'items qui donnent une photo extrêmement précise de la situation de notre rapport au travail. Merci beaucoup, vous êtes le président du groupe Randstad France, merci de nous avoir rendu visite. On tourne d'une page, on s'intéresse justement au manager, ça tombe très bien, c'est le livre de Smart Job, Manager les vulnérabilités en pratique. Attention, le en pratique est important, on va faire du concret avec ce livre et on accueille l'auteur de cet ouvrage et c'est le livre de Smart Job. Le livre de Smart Job, pour parler, on n'est pas dépaysé des managers, manager des vulnérabilités en pratique. Le mot en pratique est important, c'est l'aspect concret des choses, allier inclusion et performance, sorti chez Duno, écrit par Bouytena Burkel et Charlotte Fortuit-Klein. Bouytena Burkel, merci de nous rendre visite, vous êtes déjà venu sur notre plateau à l'occasion de débats, là vous êtes seul pour présenter ce livre, dirigeant de Helper, je l'ai bien dit? Parfait. Ça a été. Parfait. Vous êtes autrice de cet ouvrage et vous l'avez écrit avec quelqu'un. Alors c'est intéressant parce que vous êtes spécialiste vous des organisations et Charlotte, elle est coach conférencière et elle travaille sur les managers, améliorer l'efficience des managers. Comment est née l'histoire de ce livre? Pourquoi vous avez voulu travailler en pratique? Parce que c'était trop théorique? Alors déjà, malheureusement, il se trouve que je suis un rat de bibliothèque et donc je me suis retrouvée par un concours de circonstances à aller chercher un guide, un ouvrage. Je me suis retrouvée avec pas mal de références, mais assez peu de guides, on va dire, pratico-pratiques pour les managers à leur conseiller dans leur quotidien. Et il se trouvait qu'effectivement, à ce moment-là, je travaillais avec Charlotte et je disais
qu'il y a une opportunité en fait d'accompagner, d'outiller les managers sur 2 piliers. Le pilier efficience organisationnelle, parce que c'est très important, le rôle de l'organisation en elle-même qui va structurer les activités, les process et la culture. Et derrière, même les managers qui, eux, vont être des acteurs du quotidien et qui eux-mêmes aujourd'hui sont soumis à une forte pression. Et donc Charlotte, effectivement, comme elle était en contact avec les managers, elle voyait bien qu'en formation, c'était très compliqué pour eux. Page 62, Oui. la notion de vulnérabilité. Oui. Pour rester sur le mot, Oui. vous dites, et c'est absolument un peu glaçant d'ailleurs, Oui. le mot vulnérabilité, il est traité sur les enjeux de cybersécurité, de vulnérabilité informatique, Oui. bref, que des mots de process. Oui. Mais on n'en parle jamais Oui. sur le plan humain, comme si c'était un tabou, comme si c'était une honte que des êtres humains soient vulnérables. Ça l'est, et puis généralement, on a fait un nuage de mots en plus Ouais. de la définition qui nous a pris du temps, parce qu'il a fallu aller vraiment chercher dans l'état de l'art les définitions la plus complète. Déjà, ça nous a pris du temps pour bien le définir, mais on va dire déjà, on a repris aussi les échos de ce que nous disaient les managers, mais aussi les personnes en situation. Il y a effectivement des témoignages, des Voilà, phrases, exactement. Et le verbatim revenait souvent sur fragilité, sur épreuve, Oui. sur difficulté, sur trauma. C'était quelque chose d'assez lourd, surtout dans un contexte de travail où en fait le travail est en même temps une identité constructrice et Destructrice. voilà, une aliénation. Exact. Et de ce fait, les personnes se retrouvaient soit en rejet complet quand ils vivent une vulnérabilité de leur travail, soit carrément d'être en addiction du travail parce que ça leur permet en fait... Deux extrêmes en Voilà, fait. exactement. Et c'est très compliqué d'arriver à trouver, on va dire, ce lien entre l'inclusion et la performance Ce livre, au quotidien. vous le destinez alors à tous, évidemment c'est le propre d'un livre, mais il est quand même destiné avant tout aux managers qui peuvent se sentir parfois très malmenés, même dans toutes les études, on parle de managers Oui. qui ne seraient pas à la hauteur, qui seraient en difficulté, qui ne sauraient pas faire. Ça leur est destiné ce livre. Alors, effectivement, on l'a destiné pour les acteurs du quotidien, parce qu'on s'est retrouvés, quand on a commencé à poser des questions au tout début du livre, auprès des personnes en situation de vulnérabilité, quelle était leur plus grosse difficulté. Et la plus grosse difficulté qui revenait le plus fréquemment, c'était la difficulté d'en parler à leur chef d'équipe, C'est vrai. la difficulté d'organiser leur quotidien et la difficulté même d'interagir avec leurs collègues dans le contexte d'un manager plus ou moins micromanager, plus ou moins bienveillant, plus ou moins à l'écoute. Et ils se confrontaient à la fameuse question de confidentialité. Il faut de la confidentialité, C'est vrai. mais en même temps, on a besoin des autres pour pouvoir être dans une situation, on va dire, Ouais. d'épanouissement. Pour faire groupe, pour faire groupe, voilà. pour faire ensemble. Exactement. Et donc, vous parlez, juste avant de nous quitter, et j'invite tous ceux qui veulent, qui sont des managers, à se pencher sur ce livre qui est extrêmement érudit, travaillé avec des témoignages. Vous dites cette vulnérabilité, vous l'imaginiez aussi importante avant d'écrire ce livre ou pas? Vous avez été surprise vous-même, en un mot? Alors, en un mot, je dirais que je me doutais de la situation. Pour plein de raisons, mais par contre, je ne me doutais pas à quel point l'entreprise allait devoir jouer un rôle. L'État-providence recule, l'entreprise-providence va devoir revenir. Sujet essentiel, l'entreprise-providence qui prendrait en charge tout ce que l'État-providence ne prend plus en charge. Sujet fondamental. Merci Bouytena Burkel, autrice avec Charlotte Fortuit-Klein, Manager les vulnérabilités en pratique, allier inclusion et performance. C'est chez Duno. Merci de nous avoir rendu visite. Je suis très en retard. Merci à vous. Merci à Angèle à la réalisation. Merci à Héloïse au son. Merci évidemment à Nicolas Juchat, l'incontournable. Merci à vous qui nous regardez et qui êtes fidèles. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.